Bonjour. Une des particularités des technologies numériques est qu'elles permettent d'accéder à de l'information, de la connaissance, mais aussi d'en produire. Les organisations le font depuis longtemps. Ce qu'Internet a montré, c'est que cette production pouvait être aussi faite par des collectifs auto-organisés, ouverts, sur la base du volontariat, appelés parfois des communs. Ce succès et l'usage du terme commun sont paradoxaux, parce que la connaissance est considérée comme un bien public, c'est-à-dire un bien accessible par tous, non exclusivité, et dont la consommation est non rivale. Sa consommation ne détruit pas le bien, n'empêche pas que quelqu'un d'autre le consomme. Or, l'action collective est d'autant plus difficile à construire qu'il est difficile de réguler l'accès au bien, autrement dit de le rendre exclusif. Et la définition classique d'un commun repose sur la gestion collective et exclusive des droits d'accès à l'exploitation d'une ressource rivale par un groupe fermé. Ostrom a montré que dans certains cas, en permettant à ce groupe réduit et surtout identifié, fermé, d'accéder à cette ressource rivale, et en lui faisant gérer cette ressource, on garantit une meilleure gestion à long terme de celle-ci, qu'en la confiant à un acteur privé ou à un acteur public. Peut-on alors parler, dans le cas de Wikipédia ou de Linux, des objets de connaissance non exclusifs et non rivaux, de communs numériques? Pourquoi ce terme s'est-il imposé et que recouvre-t-il? Et surtout, est-ce que cela informe le praticien, le chercheur, sur comment étudier ces collectifs et mieux comment ils fonctionnent? C'est l'objectif de cette présentation qui se fera en 4 étapes. Quelques rappels sur la définition de commun, comment l'observation des collectifs en ligne permet de préciser pourquoi et quand on peut parler d'un commun numérique de connaissances, ce que le numérique nous dit sur les communs, sur leur fonctionnement, mais aussi leur évolution, et enfin, une discussion des relations entre communs, communauté et société. L'histoire du terme commun serait trop long à faire ici, et je vous renvoie à Hess et Ostrom et à leur compréhension des communs de connaissances en ligne, et à l'article de Wikipédia qui résume la dimension politique des communs et du mouvement des biens communs. Disons simplement que l'analyse politique est partie du constat d'une certaine inefficacité du marché, comme de l'État, à produire un certain nombre de biens collectifs, et notamment la connaissance. Vous pourrez voir Forêt à cet effet. Il y a ensuite le succès inattendu des projets collectifs de production de connaissances en ligne, et la proximité sémantique entre bien public, chose commune, bien commun. Certains ont cru pouvoir récupérer le terme de commun pour désigner toute action collective auto-organisée. La définition d'un commun est bien plus restrictive. Pour citer Coria, un commun n'existe qu'à 3 conditions. Une ressource partagée, des droits et obligations sur cette ressource attribués à des commoners, une structure de gouvernance qui permet d'assurer la reproduction à long terme de la ressource et de la collectivité qui la gouverne. Ce qui est bien sûr suppose une communauté d'acteurs attachés à faire prospérer et à défendre le commun contre la menace toujours présente d'enclosure. Un commun, c'est donc des arrangements institutionnels basés sur des usages, des coutumes, mais aussi le droit, des ressources physiques, par exemple le logiciel, qui permettent de construire des mécanismes d'exclusion de l'accès et de l'exploitation d'une ressource rare ou rivale. Cela permet de construire des faisceaux de droits et de devoirs résumés dans ce tableau pour les participants dans l'exploitation de la ressource et par là de réguler l'action collective. Notamment, il y a une différence forte entre les simples utilisateurs de la ressource qui ont le droit de profiter de son existence, par exemple se promener dans un parc, une forêt, et ceux qui ont le droit de l'exploiter et de consommer, couper du bois. Surveiller l'application des droits et sanctionner sont des droits supplémentaires, accordés à une sous-partie seulement des consommateurs. Quand cette gestion des droits de leur affectation est gérée collectivement par toute ou partie des consommateurs, on parle de ressources mises en commun, ou Common Pool Resources en anglais, ou de commun. On voit le paradoxe qu'il y a à parler de commun numérique de connaissances. Comment peut-on exclure de la consommation de la connaissance, d'autant plus avec le numérique? Et il est étrange de considérer que la connaissance puisse être un bien rival, d'autant plus avec le numérique. C'est cet oxymore que je vais discuter maintenant. D'après Benkler, on aurait une nouvelle forme de commun, les communs ouverts, spécifiques à Internet, qui se caractériseraient par l'absence de frontières, une agrégation de plusieurs sous-projets, une organisation modulaire, et une gestion dynamique de la collaboration. Bref, des communs sans ressources rivales, sans exclusion, mais
avec des modes d'organisation proches de ceux des communs classiques. C'est ce qui a fait dire à Fisherman et al., suivant un peu en Solaris et Ostrom d'ailleurs, que même s'il n'y a pas vraiment de ressources mises en commun, les structures de gouvernance semblent similaires, que ce sont elles qu'on veut comprendre, et donc que, on peut utiliser les mêmes outils pour les analyser, et notamment le cadre développé par Ostrom. On peut aussi utiliser le même terme de commun. C'est un peu boiteux, parce que de deux choses l'une, soit la ressource est la connaissance, comme souvent supposé a priori, notamment dans l'approche portée par Fisherman et al., et dans ce cas, on devrait avoir un problème d'action collective, ce qu'on n'a pas. Si on suppose qu'on a résolu ce problème, alors on ne comprend pas en quoi c'est un problème de gestion d'une ressource commune, telle qu'analysée par Ostrom, si la consommation n'est pas subtractive, donc pourquoi finalement on retrouve les mêmes mécanismes. Ou alors on se trompe en pensant que la ressource à laquelle les participants cherchent à accéder, la ressource gérée en commun, est la connaissance. En un mot, au lieu de poser que ces collectifs de production de connaissances sont des communs, on pourrait commencer par étudier le fonctionnement de ces collectifs, les rôles et les actions des participants, à quoi ils accèdent ou non, ce qu'ils échangent en mettant en commun. Et partant de ce qui est réellement produit et affecté, on va voir qu'on définit bien des ressources, plus ou moins exclusives et rivales, qui sont à la base de ces projets collectifs de production de connaissances. Commençons par les contributeurs. De nombreux articles ont discuté les raisons qui poussent des individus à participer à la construction d'une telle action collective, alors que, notamment lorsque les possibilités d'exclusion sont faibles, ils ont accès à la connaissance déjà produite sans avoir à faire l'effort de contribuer. Ça fait presque 15 ans que l'on sait que pour le logiciel libre, le défi intellectuel, le besoin de modifier un logiciel pour qu'il réponde à ses besoins propres, représentent les principales raisons de la contribution. C'est la même chose pour Wikipédia. Défi intellectuel, accès à des pairs pour compléter ses connaissances, possibilité de voir ses productions exposées sur une plateforme si populaire. Dans les forums, l'accès à l'expertise explique l'entrée, poser des questions. Quand l'usage d'une plateforme comme lieu d'organisation de ses connaissances, construisent des réponses structurées, en plus du défi intellectuel, explique que certains répondent. Autrement dit, et pour reprendre le modèle de Deci et Ryan, des motivations intrinsèques, être efficace dans ses tâches, faire des choses stimulantes et être reconnu par ses pairs, suffisent à expliquer la contribution. La variation dans ces motivations explique même que certains vont être de faibles contributeurs, quand d'autres vont s'investir dans la gestion du projet. Les plateformes en ligne fournissent des ressources physiques, les outils de publication, ou des ressources intellectuelles, le réseau de pairs ou d'experts, et une audience. Plus ces plateformes sont populaires, plus les contributeurs seront intéressés à participer. Et finalement, certaines ressources, pour faciliter la participation, sont des ressources rares et surtout rivales. Pour reprendre une expression célèbre dans l'économie des plateformes, le temps de cerveau disponible des pairs n'est pas extensible. Il faut réguler les questions dans les forums pour que les experts puissent se concentrer sur celles qui n'ont pas trouvé de réponse, celles qui présentent le défi le plus important. De même, un thème, un sujet d'article dans Wikipédia ou un package, la mise en forme d'un logiciel dans Debian, sont uniques. Il n'y a qu'un article traitant de la Seconde Guerre mondiale ou qu'un package Firefox. Si l'on veut que sa contribution réponde à sa vision de la connaissance, soit prise en compte, il faut accéder à cette ressource unique. Il faut proposer quelque chose de nouveau ou de meilleur que ce qui existe déjà. Ce sont des contributions avec des droits spéciaux, des contributeurs avec des droits spéciaux qui acceptent ou rejettent la contribution, d'après des règles construites et négociées par les contributeurs et les régulateurs du projet. Ce temps de régulation est là encore une ressource rare, même si elle est quelquefois automatisée par des outils informatiques, des robots ou bots, justement pour préserver cette ressource rare et rivale. Enfin, il faut noter que le succès même d'un projet, parce qu'il le met en visibilité et rend la contribution plus intéressante, renforce les besoins de régulation de l'accès à la ressource rivale. La régulation de l'accès à ces ressources est bien au centre du fonctionnement de ces collectifs, de la structure de gouvernance qui permet d'assurer la reproduction à long terme de la ressource et de la collectivité qui la gouverne, pour reprendre les mots de Benjamin Corien. Il s'agit de réguler les intérêts individuels basés sur des motivations intrinsèques pour leur faire accepter les obligations du projet, les règles du collectif.
On voit alors apparaître la même construction de faisceau de droit que dans les communs physiques, et deux grandes catégories de population. Les simples utilisateurs peuvent profiter de la ressource, le système expert, la connaissance qui est exposée par la plateforme, mais ils ne peuvent pas l'exploiter, ou pas exploiter la plateforme. Ceux qui peuvent consommer le commun, la plateforme, sont les contributeurs. Et là encore, il existe deux grandes populations. Les contributeurs simples, ceux qui ont juste accès à la ressource rare, le dispositif de production, et ceux que nous appellerons les commoners, ceux qui ont des pouvoirs de régulation. Décider, avec plusieurs échelles, qui peut être contributeur en acceptant une contribution, les modérateurs, ou en sanctionnant les administrateurs. À des degrés divers, ils sont tous impliqués dans la gouvernance de la ressource. On a donc bien un commun, tel que défini par Ostrom, c'est-à-dire une ressource rare dont l'exploitation est gérée en commun par un groupe de consommateurs qui permet l'accès à un bien public pour un autre groupe, les utilisateurs. On peut parler de commun numérique de connaissances, justement parce que la ressource n'est pas la connaissance, mais le système de production de la connaissance. Autrement dit, avec l'arrivée d'Internet, on a effectivement vu l'émergence de nouveaux communs, mais pas une réinvention du terme. Ces communs ont une certaine spécificité qu'il convient de souligner, mais ils permettent aussi de réinterroger ce qui fait l'originalité des communs et des espaces de gouvernance collectifs. Quelles sont les particularités des communs numériques de connaissances et notamment des projets en ligne? Le numérique facilite probablement la construction de tels projets pour trois raisons au moins. L'aspect cumulatif de la construction de connaissances. On peut construire le projet de façon incrémentale, article par article, question par question, et chaque incrément a une valeur en soi. On n'est pas obligé d'attendre un certain niveau de réalisation pour qu'il soit utilisable. Marwell et Oliver ont montré en quoi cela favorise le démarrage d'une action collective, car on n'est pas obligé de rechercher un consensus, de négocier des reversements entre les plus intéressés au projet et ceux qui le sont moins, avant de démarrer le projet. Les plus intéressés démarrent, et avec la croissance, le projet devient de plus en plus intéressant pour de nouveaux contributeurs, générant un effet de rendement croissant d'adoption. Le fait d'être en ligne, accessible à tous, facilite le recrutement de personnes intéressées par le projet dès le départ, et donc facilite la phase de démarrage. Enfin, les outils numériques facilitent, semble-t-il, la segmentation du projet général en différents sous-projets ou modules qui forment autant de sous-communs. Différents articles, différents fichiers logiciels, différents forums de discussion, etc. Tout cela facilite la gouvernance, on reste sur de petites équipes et permet aux contributeurs de se concentrer sur ce qui les intéresse le plus. La coordination entre ces sous-projets est facilitée par les outils informatiques, systèmes d'information, plateformes de production, outils automatiques de contrôle des contributions ou bots, etc., etc. En résumé, le numérique permet de rester sur une régulation humaine, au plus proche de la tâche, mais avec des outils qui facilitent le passage à l'échelle et surtout qui reposent sur une régulation a posteriori. Car avec le numérique, on constate un déplacement du coût de la régulation sur les entrants, qui sont ceux qui font l'effort de produire pour être évalués. Cela diminue l'effort de surveillance des gestionnaires du commun, d'autant plus qu'une partie des tâches peut être automatisée. D'un côté, cela diminue les espaces de négociation des règles, ce qui peut scléroser le projet, diminuer sa capacité de régénération, d'innovation, qui est pourtant nécessaire à tout projet de production de connaissances et qui est au cœur du commun. Un système permettant de procurer de nouvelles connaissances, de générer ou de régénérer le stock de connaissances. Mais d'un autre côté, la régulation par la norme et la règle offre la possibilité d'apprendre ces règles, qui sont explicitées et qui peuvent être testées plusieurs fois, système d'essai et erreur. Dans la régulation a priori, on est dans un système de capitaux. On arrive avec ses compétences, on est sur la place, et c'est pour cela qu'on est accepté, ce qui avait déjà été souligné par les travaux sur les communautés épistémiques. La production de connaissances en ligne pourrait donc être plus accessible et plus accueillante à la diversité, même si les barrières à l'entrée subsistent, et semble même se renforcer au cours du temps et avec le succès du projet. Enfin, cette régulation est discutée en permanence au niveau le plus bas, la contribution, l'article, mais aussi au niveau du projet, ses buts, ses objectifs, ce qui en fait des objets aux frontières toujours floues, toujours changeantes. J'y reviendrai. Une deuxième conséquence de notre analyse est de montrer que même avec le numérique, tout n'est pas commun. On semble redécouvrir que la gestion collective existe depuis longtemps, plutôt dans des groupes fermés, d'un bien non rival, mais exclusif donc. C'est ce qu'on appelle les biens clubs. Là, la frontière est sans doute a priori,
même dans le numérique, et là encore il peut y avoir ou non une gestion collective de ces biens clubs. Les systèmes de régulation, les règles en vigueur peuvent être négociées collectivement ou non, comme dans une association sportive par exemple. On peut se demander si les MOOC ne sont pas des exemples de tels biens clubs numériques. D'un autre côté, le fait qu'une connaissance soit mise à disposition, via une licence libre par exemple, ne suffit pas à en faire un projet de production de cette connaissance, à en faire un commun. Il faut qu'il y ait aussi la gestion collective de cette production. Ainsi, le projet MySQL, où un seul acteur, l'entreprise MySQL Oracle, a le droit de réguler la contribution, n'est pas un commun. Les plateformes de crowdsourcing, d'innovation collective ou les forums de questions-réponses, comme Quora, ne sont pas, pour la plupart, des communs, car il n'y a toujours pas de négociation collective de l'accès à la ressource rare. Avec les communs numériques, on est toujours sur des faisceaux de droit qui portent sur le contrôle d'une tâche, sur le fait de valider ou non la possibilité de faire quelque chose. Ce contrôle est basé sur l'action des dispositifs organisationnels. Ce qui complique les choses, c'est que, comme la frontière est largement posée a posteriori, on ne peut pas réellement définir a priori qui a le droit à quoi à un instant précis. Certains peuvent avoir été nommés ou élus à des rôles officiels, des administrateurs, des mainteneurs de paquets, mais ce n'est pas toujours le cas. Ces droits sont mouvants, évoluent sans cesse et n'existent qu'à partir du moment où ils sont exercés par le contributeur ou les régulateurs et validés, acceptés par l'organisation. Par exemple, la contribution n'est pas refusée. Sur le stock, la connaissance produite, il y a une licence et souvent un hébergeur, le propriétaire. Mais qui est en charge de fournir les moyens techniques et financiers d'accès à ce stock? Sur un modèle qui peut être un modèle de don, de Wikimedia Foundation, ou de subvention par les contributeurs, la Linux Foundation, ou un autre moyen, peut-être la publicité pour certains communs. Tout cela permet sans doute de proposer une définition de la communauté dans ces projets. Sur la notion de la communauté, comme déjà indiqué au transparent 12, on peut distinguer trois populations qui profitent du commun. Les utilisateurs qui profitent du stock et qui, dans le cadre des communs numériques, sont régulés par la licence d'utilisation de ce stock, mais aussi par l'usage et la technique, notamment Internet. Le collectif, qui représente l'ensemble des agents qui accèdent au flux, qui ont le droit de contribuer. Ce collectif est flou en termes de contours, car les entrées et les sorties sont permanentes et les niveaux de contribution variables. Il est régulé par le troisième groupe, et cette régulation est d'autant plus sévère que le projet est socialement ou économiquement visible. Le groupe des régulateurs, qui sont souvent ceux qui disent « nous » en parlant du projet, ou qui parlent de « communauté », on aboutit alors à une source de paradoxe. La communauté serait le groupe qui a des pouvoirs spécifiques, des pouvoirs hiérarchiques, mais vis-à-vis de l'extérieur, du collectif. À l'intérieur du groupe des régulateurs, on a bien une régulation du type communautaire, par l'échange, les interactions. Mais là encore, l'entrée et la sortie sont permanentes. Et c'est sans doute cela qui rend la compréhension de ces organisations si complexe. La régulation reste essentiellement organisationnelle, par ajustement mutuel, et basée sur la résolution de problèmes ou d'épreuves, au sens de la tour par exemple. La légitimité des régulateurs passe par la renégociation négociée d'un problème, qui renforce la communauté. Ce sont les pairs, ceux qui régulent, qui intègrent de nouvelles personnes dans le groupe, parce qu'elles ont montré par leurs actions qu'elles contribuaient, et accepté, voire été prêtes à défendre les règles fixées par le groupe. On est, même sur la communauté, sur une négociation permanente de la frontière, avec l'intégration plus ou moins régulière de nouveaux membres. Plus le projet est visible, plus le risque de critique externe, d'épreuve est grand. Plus il est important en taille, plus la communauté, des régulateurs, peut être importante et doit donc être renouvelée. La différence avec une organisation classique, où on est embauché et élu, étant, une fois de plus, que c'est l'action seule qui permet de dire qui était à un moment dans le temps, qui a le potentiel pour y rester. L'image qui me vient à l'esprit serait celle d'un champ de potentiel de droit, attaché et propre à chaque acteur et dont la force dépendrait de ses actions passées. Qui peut alors défendre le commun? Et qui peut parler en son nom? Et d'abord, est-ce qu'un commun doit être défendu? Commun au sens de la communauté, tel que défini dans cette présentation. Le groupe qui organise l'accès à la ressource rare, le droit de participer à la production du flux. Ces projets fonctionnent finalement souvent comme des marchés bifaces, faisant se rencontrer des contributeurs avec une audience, les utilisateurs, et avec des tendances au monopole. Ils représentent une façon de produire un bien public par un groupe privé d'agents
à côté du marché ou de l'État. Du point de vue de cette production, on a l'impression que l'organisation fonctionne car c'est une sorte de monopole contestable. Tant que les contributeurs, les consommateurs du commun, y trouvent leur compte, tant que la régulation leur laisse suffisamment de liberté, ils participent. Mais s'il y a abus de pouvoir de la communauté, refermement sur elle-même, il y a un risque de schisme, ou fork, permis par l'accès au stock. Ce schisme est coûteux en termes organisationnels. Il faut reconstruire une plateforme, une nouvelle communauté de régulateurs, mais possible. C'est pourquoi la discussion, la négociation des règles est toujours recherchée par le monopole. Mais si le bien public est vital pour la société, par exemple une encyclopédie savoir, pour les utilisateurs, est-ce que l'État doit réguler ces initiatives de la même façon qu'il régule certaines entreprises? Et sur quels critères? Il y a bien sûr les problèmes du contenu illicite, mais qui sont souvent régulés par l'organisation. Surtout, il y a les problèmes plus complexes de réponse aux besoins d'utilisateurs non pris en compte, ou la gestion de la pluralité de points de vue. Tout cela fait qu'un commun reste quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre, à envisager et à définir. Je vous remercie.